Bonjour David Rigoulet-Rose, vous êtes spécialiste du Moyen-Orient, chercheur rattaché à l'Institut français d'analyse stratégique. On vient d'entendre, merci d'être en direct avec nous, on vient d'entendre le président américain. Il a tenu une conférence de presse hier soir. Il dit que les objectifs militaires sont atteints, que la fin de la guerre est proche et pour bientôt. Quelle analyse vous faites de la prise de parole des propos de Donald Trump hier soir? Oui, ça fait partie, on va dire, de la communication trumpienne, hein, qui est parfois assez contradictoire, Mhm. floue. Alors, de manière délibérée ou non, ce qui est sûr, c'est qu'il acte le fait quand même qu'il n'y a pas un soutien de sa base à l'opération qu'il a initiée. On le voit avec les sondages, la base Mm. MAGA, il y a une fracture quand même Mm. entre les isolationnistes et puis ceux qui le soutiennent. Et il y a la perspective des midterms en novembre. Donc tout ça est très compliqué. Et il y a de manière récurrente, c'est l'idée qu'il s'est engagé dans un conflit qui ne sera pas long. Enfin, au départ, il avait parlé de 4-5 semaines. Hein. 4-5 semaines. C'est pas si vieux que ça. Hein. Oui, et qui pourrait se prolonger éventuellement, mais on voit avec Pete Hegseth, son secrétaire à la guerre, et d'autres de la Maison-Blanche, qui n'ont de cesse de mentionner le fait qu'il ne s'agit pas d'une guerre longue. Et d'ailleurs, il y a eu un écho en Israël aussi, où le Premier ministre évoque le fait que, comme pour conforter effectivement ce verbatim, Oui. que c'est pas une guerre qui a vocation à durer trop longtemps. La question, c'est jusqu'à quand? Cette prise de parole et ces propos d'une guerre qui se terminerait bientôt, est-ce que ça n'avait pas tout simplement vocation aussi à rassurer les marchés, notamment parce qu'on pense évidemment à la hausse du prix du pétrole, hein. Oui, c'est incontestable. D'ailleurs, magie ou pas du verbe La prise trumpien, de parole, ouais. immédiatement après, il y a eu une légère baisse, effectivement, au niveau des marchés du prix du pétrole, comme s'il y avait une incidence. Alors, le problème, c'est que c'est sur un effet immédiat, hein, c'est pas forcément durable, compte tenu de la poursuite des actions militaires qui se déroulent justement dans le Golfe. Dans le Golfe. Quelle a été la réponse du régime des mollahs d'Iran à cette prise de parole de Donald Trump? Ils se sont, Que ça soit de la part d'Abbas Araghchi ou même du président Pezeshkian, la ligne est inchangée, c'est-à-dire et les gardiens de la révolution sont encore plus intransigeants en disant que justement par rapport à un horizon de cessation des hostilités, ce serait pas le président américain qui déciderait, mais ce seraient les Iraniens. Ils l'ont réaffirmé en disant que c'est eux qui dicterait la fin du conflit et non pas le président américain, même si évidemment en général c'est plutôt le président américain qui préempte justement le droit de déclarer ou pas la fin. On l'a vu au moment de la guerre des 12 jours, parce que c'est lui qui avait décidé d'arrêter. Un Iran, un régime en tout cas plus solide qu'attendu, vous diriez. Ça a été sous-estimé par les Américains, les Israéliens. Qu'est-ce que... Il y a une forme de résilience qui tient à la nature du régime, qui est en fait, c'est un système, c'est un régime polycentré, avec un poids de plus en plus important des gardiens de la Révolution. Et on le voit avec justement la logique du choix du nouveau guide suprême. C'est manifestement un choix qui émane des gardiens, qui ne fera pas consensus en interne, même si c'est masqué. Il y aura des tensions très fortes, parce qu'en réalité, paradoxalement, c'est un mini coup d'État. La forme a été la fiction. Pourquoi un mini coup d'État? Parce que c'est un peu la continuité finalement. En apparence, mais il y a le problème qui était posé avec Mojtaba, c'est que premièrement, son père, Feu le guide suprême, avait déclaré qu'il n'était pas favorable à une logique dynastique. Donc sous-entendu, c'est hypothéquer évidemment la candidature de son fils. Oui, mais ça c'était avant les événements. C'était avant, mais on pouvait douter d'ailleurs de la bonne foi de cette déclaration, puisque de toute façon c'est Mojtaba qui a été choisi, de manière difficile d'ailleurs, parce que là, en général, c'est l'Assemblée des experts, 88 membres, qui est habilité à choisir en cas de vacance de la guidance, ce qui était le cas, un nouveau guide suprême. Il est loin de faire l'unanimité et même consensus, parce que il est un candidat des gardiens en réalité, et puis sa candidature pose deux problèmes. D'abord, elle instaure ce principe dynastique qui renvoie à une logique monarchique qui avait été combattue au moment de la révolution islamique, justement pour instaurer une république islamique en contrepoint de la dictature du Shah de l'époque. Et puis, deuxième problème, il n'est pas, sur le plan religieux, il n'est pas légitime. Il n'est pas ayatollah,
il est juste Hojjatul Islam. Il n'a pas les bons diplômes, c'est ça que ça veut dire, Oui. entre guillemets? Oui, alors pour être guide suprême, en principe, il faut une qualification religieuse confirmée au plus haut niveau par les séminaires à Com, à Machhad. C'est pas le cas. Et donc, il se trouve que c'est un peu les circonstances. C'est l'urgence de la guerre qui a favorisé sa nomination. Mais il semblerait qu'une partie des 88 membres n'ait pas validé cette candidature. Donc, ça va laisser des traces au sein du système du Nizam iranien parce que, évidemment, il y a des opposants qui, un jour ou l'autre, se manifesteront. Mais ça peut... C'est des opportunités justement pour les Américains, les Israéliens, peut-être des failles à exploiter peut-être, non? Oui, de toute façon, du point de vue israélien et même américain, ça a été très explicite. Il est, comme on dit trivialement, en haut de la killing list. C'est-à-dire qu'il est une cible désignée au même titre que son père l'était. Donc ça ne change rien, mais incontestablement, il y a quand même une mutation de la nature du régime. C'est pour ça que j'évoquais un mini coup d'État, entre guillemets, parce qu'en réalité, le processus effectivement constitutionnel a été formellement respecté, mais sur le fond, il est faussé, justement pour les raisons que j'évoquais précédemment. Enjambé, mais peut-être par ces conditions très spéciales, ces événements, cette guerre. Qui justifie probablement effectivement que les gardiens l'aient imposé, mais en réalité, en filigrane, c'est la mainmise des gardiens sur le système qui s'impose. Une fin de régime, est-ce que c'est à ce stade encore envisageable? Est-ce que c'est toujours d'actualité? Et comment, par quels signaux on voit que c'est la fin d'un régime? En général, le critère Numéro signifiant, c'est les défections. Des désertions. En tout cas, des défections, pas forcément des désertions. Oui. Alors oui, quand on dit désertion, ça peut être aux échelons, aux premiers échelons, sinon intermédiaires. Mais sinon, c'est d'abord des défections aux échelons supérieurs. Pour l'instant, il semblerait pas qu'il y ait de défections massives. Et c'est très difficile à évaluer. Il y a probablement des gens de la troupe qui, effectivement, manifestent leur désarroi au regard des bombardements. Mais au plus haut niveau, notamment des gardiens, il y a, semble-t-il, pour l'instant, pas de fissure avérée, ce qui exclut pas qu'il y en ait par la suite, mais il y en a pas. Il faut rappeler que l'armée en Iran, en fait, ce sont deux armées. Il y a l'armée classique, conventionnelle, qui est Artesh, et puis il y a l'armée des gardiens de la Révolution, qui est censée être la garde prétorienne du régime, depuis la République islamique. Et c'est eux qui ont, en fait, la main sur à la fois les financements et les matériels militaires. Et d'ailleurs, c'est eux qui sont les premiers acteurs des frappes, justement, notamment balistiques, contre Israël et les pays du Golfe. Justement, des pays du Golfe que l'Iran touche, je crois que c'est 16 pays désormais qui sont touchés. Des pays qui... Alors, quelle est la stratégie de l'Iran en touchant ces pays et pourquoi ces pays ne répliquent pas? Alors, pour ce qui est de la stratégie, il y a eu probablement un mauvais calcul, un calcul erroné de la part de Téhéran, enfin du régime iranien, en visant non pas seulement les bases américaines, même s'ils l'ont fait évidemment, mais également des cibles civiles, avec l'idée probablement que ce serait que ça pousserait les pays en question à se dissocier de l'agenda militaire mis en œuvre par les États-Unis, justement dans le cadre du conflit. En réalité, c'est pas ce qui s'est passé, parce que ces pays qui ont bâti leur image de marque sur le soft power, la sécurité, on va dire, le tourisme, et le tourisme évidemment, leur modèle se trouve ébranlé et ça les a poussés à serrer les rangs. À resserrer les rangs au sein notamment du Conseil de coopération du Golfe, qui est l'organisation régionale, aux côtés des Américains, y compris de pays qui parfois ont eu des tensions très fortes, comme le Qatar, l'Arabie Saoudite ou les Émirats. Là, il y a une forme de front commun. Par rapport à Téhéran, et d'ailleurs les déclarations le montrent, c'est perçu comme une agression caractérisée, et du coup ça n'a pas produit l'effet escompté par rapport à la stratégie supposée de Téhéran. Alors la deuxième partie de votre question, ça concerne pourquoi ils ne répliquent pas eux-mêmes. La question se pose. Les Américains, certains, notamment Lindsey Graham aux États-Unis, justement leur demande de s'organiser et de donner une réplique militaire coordonnée. C'est évoqué. Dans les médias, de toute façon, la réponse, elle est d'abord américaine, puisque ce sont les Américains qui gèrent le conflit sur l'ensemble de la région. Les Iraniens ont assez de munitions, de missiles, de drones
pour encore tenir Alors, pour ce qui est de la balistique, il faut dissocier deux choses, c'est les missiles et les drones de l'autre côté. Ils sont plus forts en drone qu'en missile, c'est ouais, ça. Alors les drones, c'est incontestable, ils ont des capacités encore sûrement considérables qu'ils ont redéveloppées après la guerre des 12 jours. Or, le drone coûte pas cher, c'est quelques milliers de dollars. Les intercepteurs coûtent très cher, donc c'est un problème. Il y a une asymétrie justement de la défense antiaérienne. Pour ce qui est des missiles, c'est plus compliqué. Il y en a moins de toute façon. Et puis depuis le début de la guerre, en tout cas, l'objectif des frappes aériennes, que ce soit israéliennes ou américaines, c'était de neutraliser les lanceurs. Donc plus de 300 lanceurs ont été neutralisés, ce qui ne dit rien du stock restant des missiles et des drones évidemment, ce qui expliquera dans une deuxième phase, vraisemblablement, le fait de vouloir cibler ce que les Iraniens avaient appelé les villes de missiles sous les montagnes. Et là, ce sont les frappes américaines qui pourront éventuellement avoir un effet sur les stocks encore récents. Mais c'était aussi un coût, la guerre pour les Américains. Je crois que c'est 1 milliard par jour, oui, c'est ça. C'est à peu près 1 milliard par jour. Pour donner un ordre d'idée, juste pour prendre l'Abraham Lincoln, c'est 300 000 $ par heure. Donc effectivement, l'ensemble du dispositif, ça se monte à plus d'1 milliard par jour. Et puis c'est pas seulement au quotidien, c'est aussi les matériels qui sont mobilisés, qui sont détruits parfois. Il y a un grand radar justement qui aurait été détruit au Qatar, plus d'1 milliard de dollars, Transhorizon, qui permettait de surveiller sur 5000 km de périmètre. Et évidemment, il n'y a pas de communication des Américains parce que ça a des incidences, notamment en termes de capacité de réplique pour empêcher les tirs iraniens. Et puis, il y a 2 systèmes apparemment THAAD en Jordanie et aux Émirats qui auraient été effectivement aussi endommagés, sinon détruits. Donc, il n'y a pas de communication là-dessus du Pentagone parce que ça évidemment, ça interroge sur l'amplitude et la marge de manœuvre qui reste à Téhéran en matière de balistique. Alors, la France, hier, le président Macron était à Chypre et puis sur le porte-avions Charles de Gaulle. Il a parlé d'un déploiement militaire plus, plus large que annoncé la semaine dernière, tout en disant nous ne participons pas à un conflit en cours. Oui, c'est la position française se veut une position finalement européenne, globalement. C'est l'idée que le déclenchement de ce conflit, on ne veut pas être partie prenante, co-belligérant, disons, pour rappeler d'autres théâtres de guerre, co-belligérant de l'opération militaire en cours. Nonobstant le fait qu'on est de toute façon impliqué, qu'on le veuille ou non, c'est le problème d'ailleurs, et c'est ce que souligne finalement l'engagement du président français pour sécuriser, il l'a dit, à Chypre. Le Chypre est un territoire de l'Union européenne. Oui, qui a été frappé. Et donc Chypre a été visé. Donc ça explique, ça justifie de son point de vue la mobilisation effectivement du porte-avions et de plusieurs frégates. Parce qu'on absolument, oui, c'est 8 frégates. Voilà, ce qui est beaucoup. Des sous-marins, des hélicoptères aussi amphibies. C'est un gros dispositif pour la marine française. Donc ça montre l'importance qu'il accorde effectivement à la sécurité. Une augmentation, puisque au départ c'était une frégate, c'était la Languedoc. Absolument. Avec l'idée envisagée d'essayer de faire une coalition pour sécuriser le Golfe. Puisqu'on voit bien les effets déjà de l'obstruction du Golfe par les Iraniens en termes de hausse du prix du baril et d'insécurité des flux maritimes. Donc et puis la France a des intérêts spécifiques à protéger. D'abord, elle a des engagements. Notamment, ça, ce sont les accords, c'est ça, avec certains pays. Les accords de défense, oui, et notamment on a une base très importante aux Émirats Arabes Unis, qui est une base interarmes, c'est-à-dire une base navale, une base terrestre et la BA-104, c'est une base aérienne. Donc, et effectivement avec des obligations vis-à-vis de nos partenaires stratégiques, en l'occurrence les Émirats Arabes Unis. Donc ça fait aussi partie des contraintes, puisque on est engagé, qu'on le veuille ou non, notamment pour la protection, la sécurité des Émirats. Ça fait partie de. Et puis il y a la question de la préservation de la sécurité énergétique française, puisqu'elle est hypothéquée, ce qui explique d'ailleurs qu'il évoque le fait de participer à une opération pour d'escorte, pour l'instant qui n'est pas définie dans ses modalités, mais en tout cas le principe a été effectivement annoncé. Mais c'est ça finalement, la grande force des Iraniens, du régime des Mollahs, c'est le blocage du détroit. C'est ça qui va être déterminant. Il l'avait dit, il y a 2 choses. Il l'avait dit avant le déclenchement des hostilités que leur réplique serait illimitée dans ses modalités et dans son périmètre géographique. On voit par rapport à juin 2025, puisque ça concernait
tout spécialement Israël, alors que là, en réalité, comme vous le disiez, il y a une quinzaine de pays qui sont concernés. Et cette réplique, elle s'est faite sur le plan balistique, dont ils avaient reconstitué une grande partie de stock. Et puis, il avait dit qu'il aurait le blocage du détroit d'Ormuz, qui est par où passe 20% du pétrole mondial, plus de 20% du GNL. Le Qatar n'est plus en mesure d'escorter le gaz naturel. On voit les effets que ça induit, évidemment, immédiatement en termes de coûts. Et puis, effectivement, la pression. Alors, cette menace avait été évoquée de manière récurrente avant, mais elle n'avait jamais été mise en œuvre. Là, elle est mise en œuvre. Alors, quand on dit fermer, il ne s'agit pas de mettre un barrage, mais il suffit de rendre inopérant la sécurité du trafic pour l'hypothéquer. Ce qui est le cas, puisque beaucoup de bateaux, de navires, sont immobilisés, soit en aval, soit en amont du fameux détroit en question. Alors, beaucoup de gens souffrent dans cette guerre, mais il y a un pays qui profite, c'est la Russie. Oui, alors la Russie, effectivement. D'abord, la Russie a un rôle un peu ambigu là-dessus, puisqu'il semblerait, certaines informations font état du fait que la Russie aiderait à identifier et à localiser des cibles au profit de Téhéran. Donc ça, c'est un problème à gérer effectivement par Donald Trump par rapport à Vladimir Poutine, avec lequel il est censé entretenir des relations correctes, sinon davantage. En revanche, pour ce qui est de, effectivement, quand vous évoquez cette situation, ça va amener un repositionnement de toute façon par rapport à la base géographique où se déroule le conflit. Merci David Rigoulet-Rouze d'avoir été avec nous en direct sur le plateau de Point de vue.